la maison blanche et étincelante se dressait au bout d'une allée de gravier, bordée de chênes centenaires dont les branches s'entrelaçaient, formant une voûte filtrant la lumière du soir en taches dorées. Autrefois, ces murs résonnaient des rires, de l'agitation des dîners qui se prolongeaient jusqu'à minuit, et du doux murmure d'Élise fredonnant des airs en se balançant sur la véranda. À présent, un silence pesant enveloppait la maison, rompu seulement par le craquement des marches de bois sous le poids de Claire Morel. Elle s'y enfonça, les épaules voûtées, les mains tremblantes. Son chemisier rose pâle, immaculé mais froissé sur les bords, reflétait le chaos intérieur qui la consumait. Ses yeux enfoncés et rouges étaient vides, marqués par une douleur qui l'avait dépouillée de tout. Elle n'avait pas dormi depuis des jours, peut-être des semaines. Devant elle, sur le porche, reposait un petit cercueil ouvert et brillant, contenant le corps de sa fille nouveau-née, enveloppée dans une couverture. Élise, la jeune fille qui aurait dû le sauver, celle qui lui avait tout coûté, gisait immobile. Claire, à peine 33 ans, était une millionnaire autodidacte. En une décennie, elle avait bâti un empire immobilier qui dominait la ville, un réseau de propriétés qui s'étendait comme les racines d'un arbre ancien et inflexible. Elle avait négocié avec des magnats impitoyables, conclu des affaires que d'autres considéraient comme impossibles et transformé des quartiers entiers grâce à sa vision. Son nom était sur toutes les lèvres, Claire Morel, la femme qui transformait les rêves en réalité. Mais tout cela n'avait plus d'importance. 3 jours auparavant, sa femme Élise avait commencé à accoucher. Ce devait être le plus beau jour de leur vie, le moment qu'ils attendaient depuis des années, après 2 fausses couches qui avaient laissé des cicatrices invisibles dans leur cœur. Chaque perte avait été un coup dur, chaque larme un rappel de leur désir. Ce bébé, ce miracle, allait être l'aboutissement de leurs espoirs. Élise avait été son phare, sa raison de se lever chaque matin, son rire facile, ses yeux verts qui semblaient voir au-delà des apparences, et sa façon de trouver la beauté dans les plus petits détails. Ensemble, elles avaient planifié chaque détail de leur avenir, le prénom du bébé Béatrice, pour une fille, en hommage à la grand-mère d'Élise, la chambre décorée de doux tons bleus, les promenades dans le parc voisin, la poussette sous les saules. Mais quelque chose a mal tourné. De graves complications lors de l'accouchement ont transformé l'hôpital en un tourbillon de lumière fluorescente, de cris d'alarme et de bips incessants des machines. Claire remontait le couloir, le cœur serré, tandis que le médecin sortait du bloc opératoire. Son expression en disait long avant même qu'il ne parle. « Je suis vraiment désolé, Madame Morel, » dit le médecin d'une voix à peine murmurée, alourdie par un poids que Claire ressentait comme une enclume. « Votre femme n'a pas survécu. » Claire sentit le sol se dérober. Ses genoux fléchirent et elle s'agrippa au mur pour ne pas tomber. Le couloir tournoya, les lumières brouillées, comme si le monde entier était devenu flou. Il réussit à articuler sa voix, brisée par la panique, à peine un fil. « Le bébé ?» Le médecin hésita, le visage tendu, les lèvres pincées. Il secoua la tête. « Il est né, mais seulement pour quelques instants. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. » Les mots la transpercèrent, sa femme, sa fille, tout fut perdu en un instant. Elle ne pouvait plus penser, elle ne pouvait plus respirer. Les jours suivants passèrent dans un brouillard de chagrin. Les funérailles furent organisées dans un état second, elle ne supportait pas l'idée d'une salle froide, de voir des inconnus toucher le corps de sa fille, de toucher ce qui restait de son rêve brisé. « Je la veux ici, » dit-il au personnel, sa voix à peine audible, brisée par l'effort de parler. Et ils la ramenèrent à la maison une dernière fois. Maintenant, sur la véranda où Élise se balançait le soir, fredonnant de douces mélodies tandis que le soleil teintait le ciel d'orange, reposait le bébé dans ce cercueil. Claire gisait immobile, fixant la forme immobile, enveloppée dans la couverture. Son monde s'était effondré. À quoi servaient les entreprises, les propriétés, les millions sans Élise, sans la fille dont ils avaient rêvé? Tout cela n'avait plus de sens. Il se passa la main sur le visage, ses yeux brûlaient des larmes qui coulaient sans cesse. Il ne pouvait s'empêcher de revoir le visage d'Élise, son dernier sourire tandis qu'on l'emportait sur un brancard, ses mains serrées dans les siennes avec un mélange de peur et d'espoir. « Nous allons bientôt rencontrer notre fille » avait murmuré Élise,
les yeux brillants d'une foi qui semblait désormais cruelle. Et maintenant, elles étaient toutes les deux parties. Du moins, c'est ce que Claire pensait. Il ne remarqua pas la petite silhouette qui s'approchait du porche, avançant prudemment dans l'ombre des chênes. C'était une fillette, peut-être âgée de 7 ou 8 ans, pieds nus, vêtue d'un t-shirt bleu sale et d'un short marron usé. Sa peau était maculée de terre, ses bras et ses jambes couverts d'égratignures certaines fraîches, d'autres déjà cicatrisées. Une fille sans abri, l'une de ces nombreuses filles qui erraient aux abords de la ville, invisible aux yeux de ceux qui passaient précipitamment dans leur voiture rutilante. La jeune fille, attirée par la vue du cercueil ouvert sur le porche, s'était arrêtée à bonne distance, cachée derrière un arbre. Elle avait vu bien des choses dans sa courte vie, la faim, le froid, le mépris dans le regard des passants. Mais là, c'était différent. Quelque chose dans cette scène l'appelait, un mélange de curiosité et d'instinct qu'elle ne pouvait expliquer, comme un murmure intérieur qui la poussait à se rapprocher. Elle s'approcha, les yeux grands ouverts, ses pas silencieux sur le gravier. Elle voyait le bébé dans le cercueil, immobile, enveloppé dans une couverture qui semblait trop grande pour elle. Mais soudain, quelque chose la fit s'arrêter, la poitrine du bébé bougea, un léger mouvement de va-et-vient, presque imperceptible. La fille cligna des yeux et se frotta les yeux du revers de la main, convaincue que c'était un effet de lumière. Elle regarda de plus près, un léger souffle, un mouvement subtil sous la couverture. Son cœur bondit. Il regarda la femme sur les marches, immobile, perdue dans sa douleur, le regard fixé sur l'horizon comme si le monde n'existait plus. « Madame » appela-t-il doucement, sa voix à peine un murmure dans le silence, tremblant d'incertitude. Claire ne répondit pas, piégée dans l'obscurité de son esprit, son corps raide comme une statue. « Madame, votre bébé est vivant » dit la jeune fille en s'approchant d'un pas et en désignant le cercueil avec urgence. Claire releva brusquement la tête. Ses yeux vides se plissèrent, comme si les paroles de la jeune fille n'étaient qu'un écho impossible, un mirage cruel. Qu'est-ce que... Sa voix était un murmure rauque, chargé d'incrédulité et de peur de s'accrocher à un espoir qui pourrait la briser encore davantage. Je l'ai vue bouger, elle respire, insista la jeune fille, sa voix gagnant en force, ses petits doigts tremblants tandis qu'elle pointait le cercueil. Le cœur de Claire battait fort, un battement de cœur résonnait dans sa poitrine. Impossible, les médecins avaient déclaré son décès, signé les certificats, présenté leurs condoléances officielles et clos le dossier avec une efficacité glaciale. Mais quelque chose dans la voix de la jeune fille, dans ses yeux sombres et désespérés, la força à bouger. Elle bondit sur ses pieds, trébuchant sous le poids de l'émotion, se penchant et reprenant son souffle. Elle baissa les yeux sur sa petite silhouette et le vit alors, le plus léger mouvement de sa poitrine, à peine perceptible mais réel, une montée et une descente aussi fragiles qu'une bougie vacillante. Dans la tempête, la gorge de Claire se serra. Sa main trembla violemment lorsqu'elle la tendit, effleurant du bout des doigts la joue du bébé, chaude, douce, ni froide, ni morte. Elle haleta, recula en titubant, son esprit était un tourbillon de confusion, d'espoir et de terreur. « Mon Dieu » murmura-t-elle, la voix brisée. Des larmes coulaient librement sur ses joues. Les médecins avaient déclaré sa mort, signé les papiers, scellé son sort. Mais cette jeune fille inconnue, couverte de poussière, avait vu la vérité là où les experts avaient échoué. Claire se tourna vers elle, les yeux écarquillés, la respiration saccadée. « Reste ici » dit-il d'une voix tremblante, presque suppliante. « Ne bouge pas. » Cherchant son téléphone, l'adrénaline coulant dans ses veines, elle composa le numéro d'urgence. « Mon bébé est vivant » cria-t-elle, sa voix résonnant sur le porche, brisant le silence. « Envoyez de l'aide immédiatement. » Elle est vivante, pensa Claire, les jambes sur le point de céder tandis qu'elle s'accrochait au bord du porche. Sa respiration était saccadée, sa vision brouillée par les larmes. La petite fille resta silencieuse, l'observant avec un calme étrange, comme si elle savait qu'elle avait changé le cours d'une vie. Quelques instants plus tard, les sirènes retentirent au loin, un hurlement qui fendit l'air immobile. Les ambulanciers montèrent les marches en courant, leurs bottes résonnant contre le bois.
Claire les accueillit à la porte, la voix tremblante, désignant le cercueil. Elle est vivante. Elle est vivante. S'il vous plaît, sauvez-la. Les ambulanciers, une femme au visage d'uriné et un jeune homme au regard attentif, ont rapidement examiné le nouveau-né. Julie, selon l'insigne sur son uniforme, lui a administré de l'oxygène avec des gestes précis, tandis que son partenaire détectait un pouls faible mais présent. Il n'y a pas de temps à perdre, dit Julie d'un ton ferme. Il faut l'emmener à l'hôpital immédiatement. Claire monta dans l'ambulance et ne lâcha plus la main du bébé. Ses doigts entourèrent les petits orteils de la petite fille avec une douceur désespérée. Son monde, quelques instants auparavant plongé dans le désespoir, était désormais envahi par un espoir terrifiant, aussi fragile que du verre. Tandis qu'il traversait la ville à toute vitesse, les lumières des immeubles scintillaient à travers les vitres de l'ambulance, comme un signal de salut en morse. Claire baissa les yeux sur sa fille, minuscule comme un petit paquet sous la couverture thermique, avec des tubes et des moniteurs fixés à son corps fragile. « Attends, petit, s'il te plaît, » murmura-t-il, la voix brisée par l'émotion, des larmes tombant sur la couverture. À l'hôpital, une équipe de spécialistes attendait aux urgences. La salle s'animait du chaos organisé de la médecine, les machines bipaient, les médecins et les infirmières se déplaçaient avec une urgence éprouvée. Claire se tenait à proximité, les poings serrés, respirant à peine, chaque bip des moniteurs était une pointe d'espoir et de peur. Finalement, le docteur Laurent, un néonatologiste aux cheveux gris et aux yeux doux, s'est approché en retirant son masque. « Madame Menet, votre fille est dans un état extrêmement faible, mais son état s'est stabilisé. Elle survivra. » Les jambes de Claire cédèrent et elle s'effondra sur une chaise, la tête entre les mains, sanglotant, ses larmes ruisselant au sol. Un soulagement qu'elle n'avait pas ressenti depuis des jours, mêlé à une peur résiduelle qui la tenaillait encore. « Mon petit » murmura-t-il, un mélange de gratitude et d'incrédulité. Le docteur Laurent posa une main sur son épaule. « C'est un miracle, Madame Morel, mais il y a plus. Il faut enquêter sur les raisons de cette erreur. Un bébé dans cet état n'aurait pas dû être laissé pour mort. » Les paroles du médecin résonnèrent dans l'esprit de Claire, mais elle ne parvenait pas à les assimiler. Sa fille était vivante, c'était tout ce qui comptait. Pourtant, une pensée la frappa violemment, la petite fille, celle qui avait vu ce que les médecins ignoraient, celle qui avait ramené la vie dans son monde. Il se leva en titubant légèrement et regarda le docteur Laurent. « Je dois rentrer à la maison. Il y a quelqu'un que je dois trouver. » Le médecin hocha la tête, confus, mais compréhensif. « Oh, nous serons là. » Claire courut vers la maison blanche et resplendissante. Son cœur battait la chamade, mêlé de gratitude et d'urgence. Les ambulanciers étaient partis, il n'y avait ni foule ni badaud. Mais là, assise en silence sur les marches du porche, se tenait la fille sans abri, ses genoux noueux serrés contre sa poitrine, petite, fragile, avec une force dans le regard que Claire n'avait pas remarqué auparavant. Il s'agenouilla devant elle, sa respiration toujours difficile. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il doucement, essayant de calmer le trouble en lui. « Lina » murmura la fille, sa voix à peine audible, comme si elle avait peur que prononcer son nom la fasse disparaître. « Lina » répéta Claire, savourant ce nom comme une promesse. « Comment l'as-tu su ? Comment as-tu vu qu'elle était vivante ?» La fille haussa les épaules, ses yeux sombres brillant dans la lumière du porche. « Je l'ai vue bouger, » dit-il simplement. « J'ai vu des bébés dans la rue parfois. Je savais qu'elle n'était pas morte. » Les larmes emplirent les yeux de Claire. Elle regarda la jeune fille maigre, pieds nus, aux vêtements déchirés et au visage maculé de poussière. C'était un spectre de la ville, une oubliée, et pourtant elle avait accompli ce que personne d'autre n'avait pu faire, défier la mort par un simple acte d'observation. « Où est ta famille, Lina » demanda-t-il, la voix chargée d'émotion, redoutant la réponse. La fille baissa les yeux, jouant avec l'ourlet de sa chemise effilochée. « Je n'en ai pas. Je dors ici parfois. Les gens ne me remarquent pas. » La gorge de Claire se serra. Cette petite fille, ignorée du monde, oubliée de tous,
avait sauvé la vie de sa fille, elle avait apporté la lumière là où il n'y avait que ténèbres. Tu l'as sauvée, dit-elle doucement, presque pour elle-même. Je ne pourrai jamais te remercier, mais je peux faire en sorte que tu ne sois plus jamais seule. Elle se leva et lui tendit la main. Lina la regarda d'un air incertain, cherchant quelque chose sur le visage de Claire, comme si elle craignait que ce soit un rêve dont elle se réveillerait plus tard. Lentement, elle tendit la main et la prit. C'était un petit geste, mais pour Claire, c'était comme si le monde entier se réorganisait à ce moment-là. Ce soir-là, après avoir parlé aux autorités et aux services sociaux, Claire ramena Lina chez elle. Elle lui offrit un repas chaud, une soupe à la tomate et un sandwich au fromage, des choses simples qui firent briller les yeux de Lina comme s'il assistait à un banquet. Elle lui fit couler un bain chaud, l'eau tourbillonnant avec la saleté qui s'était détachée de sa peau. Puis elle lui donna des vêtements propres, un t-shirt doux et un pantalon un peu trop grand, que Lina serrait contre elle comme un trésor. Pendant que la fille mangeait, Claire la regardait, remarquant que ses mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais d'incrédulité face à la chaleur d'une maison. Le lendemain matin, Claire retourna à l'hôpital. Sa fille, Béatrice, se rétablissait bien. Elle la serra dans ses bras, sentant la chaleur de son petit corps contre sa poitrine et le battement faible mais régulier de son cœur. Les larmes coulaient à flots tandis qu'elle murmurait. « Tu es là, tu es là. » Plus tard, il était assis avec Lina dans la chambre d'hôpital. Le soleil entrait par la fenêtre, teintant tout de nuances dorées. « Je veux que tu restes avec nous, Lina, dit-il fermement, la voix pleine de détermination. Tu as sauvé ma fille, tu m'as sauvée. Tu mérites une famille. » Les yeux de Lina s'ouvrirent grands, brillant d'un mélange d'espoir et d'incrédulité. « Tu veux vraiment vivre ici ?» Sa voix tremblait, comme si elle craignait que l'offre ne tombe à l'eau. « Oui, » répondit Claire en souriant pour la première fois depuis des jours. Lina baissa les yeux et traça des cercles invisibles sur la feuille. « Personne ne m'aimait avant, » murmura-t-il. Claire sentit une boule dans sa poitrine. Elle se pencha en avant et, d'une voix douce mais ferme, dit « Eh bien, je t'aime, Lina. Et Béatrice aussi. On est une famille maintenant. » Dans les semaines qui suivirent, Claire termina les démarches légales pour adopter officiellement Lina. Mais l'histoire ne se termina pas sur une fin simple et heureuse. L'étincelle d'espoir que Lina avait allumée en Claire commença à la transformer d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Celle qui avait tout perdu commença à voir le monde sous un autre angle, ses biens, ses entreprises, ses millions étaient toujours là, mais ils avaient désormais une raison d'être plus grande. Claire a consacré sa fortune à quelque chose de plus grand qu'elle-même, elle a fondé des refuges pour filles sans abri, des programmes de soutien aux familles en difficulté et des bourses pour des jeunes comme Lina, oubliés par le système. Chaque fois qu'elle voyait Lina courir dans les couloirs de la Maison Blanche étincelante, rire en jouant au ballon ou en dessinant dans son nouveau carnet, elle se rappelait le miracle qui avait tout changé. Cependant, un mystère subsistait. Une nuit, alors que Lina dormait, Claire trouva un petit carnet parmi les rares affaires de la jeune fille. Il était vieux, avec des pages jaunies et des gribouillis à peine lisibles. Sur l'un d'eux, un dessin grossier représentait une maison blanche avec un porche et une femme assise sur les marches, et en dessous, écrit d'une écriture tremblante, « La femme qui me sauvera ». Claire sentit un frisson. « Comment le savais-tu, Lina ?» murmura-t-elle en regardant le visage calme de la jeune fille au clair de lune. Quelques jours plus tard, dans son bureau, Claire trouva une lettre qu'Élise, sa mère, avait écrite pendant sa grossesse. Elle était cachée dans une enveloppe non ouverte. Les mains tremblantes, elle l'ouvrit. « Chère Claire. Si vous lisez ceci, c'est qu'il y a eu un problème. Je veux que vous sachiez que notre fille, notre miracle, sera toujours avec vous d'une manière ou d'une autre. Mais je veux aussi que vous vous souveniez d'une chose, la vie a le don de vous rendre ce que vous donnez. Cherchez la lumière même dans l'obscurité. Promets-moi de ne pas abandonner. Promets-moi de trouver une raison de continuer, car il y a encore de l'amour qui t'attend, même si tu ne le vois pas maintenant. Je t'aime toujours. Élise. » Les larmes brouillèrent l'encre. Claire ferma les yeux,
sentant la présence d'Élise comme si elle était là, lui murmurant à l'oreille, « Tu as trouvé cette lumière non seulement en Béatrice, mais aussi en Lina, deux filles qui, de manière très différente, t'ont sauvé. » Mais le destin en avait plus à révéler. Un jour, alors que Claire et Lina jouaient dans le jardin, un homme âgé s'approcha de l'allée. Maigre, le visage buriné, il portait un sac à dos usé sur l'épaule. Il s'arrêta devant la maison, fixant Lina avec émerveillement et douleur, les mains tremblantes. « Lina » murmura-t-il d'une voix tremblante, comme s'il craignait que la fille ne soit un mirage. Lina se figea, les yeux grands ouverts. « Grand-père » murmura-t-il, incrédule, en laissant tomber la balle. L'homme, les larmes aux yeux, expliqua qu'il était Henri, le grand-père de Lina. Des années auparavant, la mère de Lina, la fille d'Henri, était morte dans un accident de voiture. Lina, alors toute petite, avait disparu dans le chaos qui avait suivi, perdue dans un système qui n'avait pas réussi à la protéger. Henri avait cherché sans relâche, suivant les rumeurs d'une petite fille errant seule dans la ville, mais les pistes s'estompaient toujours. « Je ne savais pas si je te retrouverais jusqu'à maintenant, » dit Henri, la voix brisée, tandis qu'il serrait Lina dans ses bras, l'entourant avec une force qui semblait défier sa fragile silhouette. « Mais j'ai toujours su que tu étais spécial. » Claire sentit son cœur se serrer. Elle invita Henri à entrer et ils passèrent des heures à discuter. Henri raconta la tragédie qui avait déchiré sa famille, comment il avait perdu sa fille, sa petite-fille, son espoir. Mais il parla aussi de Lina, de sa façon, même enfant, de voir le monde différemment, comme si elle percevait des choses que les autres ne percevaient pas. « J'ai toujours su qu'elle accomplirait quelque chose de grand, » dit Henri en regardant Lina avec fierté, les yeux brillants de larmes. « Et maintenant, elle vous a sauvé, vous et votre fille. » Claire hocha la tête, incapable de parler. Mais Henri ajouta quelque chose qui la figea net. « Y a-t-il autre chose » demanda-t-elle d'une voix basse, presque un murmure. La mère de Lina disait toujours que Lina avait un don. Un jour, à 3 ans, elle a désigné un homme dans la rue à un parfait inconnu et a dit « Cet homme est triste, mais il va trouver quelque chose d'important. » Quelques jours plus tard, cet homme a retrouvé sa fille perdue. Je ne sais pas comment il a fait, mais Lina a toujours su des choses. Claire regarda Lina, assise par terre, en train de dessiner la maison blanche et brillante dans son nouveau carnet. Un frisson la parcourut. Cette nuit-là, Claire prit une décision, non seulement elle garderait Lina comme fille, mais elle accueillerait aussi Henri. La maison blanche et lumineuse, autrefois pleine de rire et de vie, était à nouveau remplie de voix, de chaleur et de famille. Béatrice prenait des forces, Lina trouvait sa place dans le monde, et Henri, pour la première fois depuis des années, avait un foyer. Mais l'histoire de Claire ne s'est pas arrêtée là. La transformation amorcée avec Lina est devenue un mouvement. Sa fondation a grandi, attirant l'attention dans toute la ville et au-delà. Les journalistes ont écrit sur le millionnaire qui avait transformé sa douleur en espoir, sur la jeune fille sans abri qui avait changé sa vie. Claire n'a jamais été à l'aise avec l'attention. Pour moi, tout se résume à une simple vérité, c'est une petite fille, disait-il toujours quand on lui posait la question, une fille sans abri qui m'a redonné la vie. Mais le passé ne les laissait pas tranquilles. Un jour, un avocat se présenta à la maison avec un dossier rempli de documents et un air grave. « Madame Menet, il y a un problème, » dit-il en ajustant ses lunettes. « Nous avons reçu une plainte. Quelqu'un remet en question l'adoption de Lina. » Claire sentit le sol trembler sous ses pieds. Qui l'interroge? Sa voix était tendue. « Une tante de Lina, » répondit l'avocat. « Elle affirme avoir un droit de garde. Elle affirme qu'elle ignorait que Lina était en vie avant de lire les articles sur vous et la fondation. » La nouvelle fut un choc. Claire regarda Lina, qui jouait sur le porche avec Béatrice, inconsciente de l'orage qui approchait. Elle ne pouvait pas la perdre, pas après tout ce qu'elles avaient traversé. Elle engagea la meilleure équipe juridique, prête à se battre de toutes ses forces. Mais la tante, une femme nommée Nathalie, n'était pas ce qu'elle semblait être. Lors des audiences,
il est apparu que Nathalie ne manifestait aucun intérêt réel pour Lina, elle était motivée par la possibilité d'accéder à la fortune de Claire, utilisant l'adoption comme un moyen d'extorsion. La bataille juridique fut éprouvante, mais Claire refusa d'abandonner. Avec l'aide d'Henri, qui témoigna de l'abandon de Nathalie après la mort de sa sœur, et la preuve de la stabilité de Lina, le juge lui donna raison. Lina resta auprès de Claire, et Nathalie disparut, son plan déjoué. Cette expérience a marqué Claire. Elle lui a fait prendre conscience de la fragilité du bonheur et elle a redoublé d'efforts pour protéger sa famille. La fondation a pris encore plus d'ampleur et Claire a commencé à collaborer avec les législateurs pour réformer le système de protection de l'enfance, afin que d'autres filles comme Lina ne soient pas oubliées. Des années plus tard, la maison blanche et éclatante demeurait un symbole d'espoir. Béatrice, devenue petite, courait dans la cour en riant, tandis que Lina la poursuivait, leur rire emplissant l'air. Henri, assis sur la véranda, les observait avec un sourire serein, son sac à dos usé remplacé par une vie de stabilité. Claire, regardant par la fenêtre, tenait la lettre d'Élise dans ses mains, ces mots résonnant dans son cœur. « Je n'ai pas abandonné. Je l'ai trouvé, murmura-t-il au ciel. J'ai trouvé la lumière. » Au cours des années qui suivirent, cette lumière se répandit. La maison blanche et éclatante devint un symbole non seulement de perte, mais aussi de rédemption. Claire, Lina, Béatrice et Henri bâtirent quelque chose de plus grand qu'eux, une famille, un héritage, la preuve que même dans les ténèbres les plus profondes, il y a toujours une lueur d'espoir à découvrir.